Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis fan de Fabien Olicard, et pour cause, j'avais déjà fait 2 vidéos sur son livre Votre temps est infini. Pour moi, c'est quelqu'un de très doué dans plein de domaines. Moi, ça me fascine de voir à ce point quelqu'un d'ultra compétent niveau mémoire, organisation, gestion du temps, productivité, et aussi d'ultra polyvalent, parce qu'à côté de ça, il a le temps d'écrire 4 livres, de sortir des jeux sur la mémoire, sans compter l'écriture de ses spectacles, l'Olympia. Sur YouTube, il a 1 700 000 abonnés, il a créé son propre magazine sur la mémoire aussi. Et là, il sort un nouveau livre, donc c'est l'occasion de sortir un petit résumé de livre. Alors son nouveau livre s'intitule Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Il fait 240 pages et il se lit assez facilement. Je te mets le lien en description si tu veux l'acheter. Le livre est découpé en 3 grandes parties. La première, c'est décontaminer votre cerveau et transformer brillamment votre perception de la réalité. La deuxième partie, c'est assouplissez votre cerveau et transformer vos échecs en grandes réussites. Et la troisième, c'est les 10 cachettes où se trouve votre bonheur. Pour décontaminer son cerveau, Fabien Olicard propose de faire un petit exercice, c'est de noter tous ses échecs de manière chronologique sur une feuille. Et une fois que c'est fait, noter avec la même chronologie, la même histoire, mais cette fois-ci avec tous les succès qu'on a eus. Donc c'est un petit exercice pour se rendre compte que les échecs et les succès sont les deux faces d'une même pièce. Autrement dit, derrière des succès se cacheront toujours des échecs, et derrière des échecs se cacheront toujours des succès. Comme le dit Fabien, échouer c'est apprendre. Les échecs font partie du processus d'apprentissage. Aucun échec n'est définitif. Ils portent tous en eux les germes de la réussite. Mais notre cerveau est pollué de biais cognitifs, de peurs, de croyances limitantes. Dans ce livre, Fabien Olicard nous dévoile tous ses échecs. Il a raté son bac, au tout début il faisait des spectacles devant 3 personnes, et à chaque fois il s'est posé et il analysait ça de manière rationnelle, en se disant « est-ce que ça a été des échecs ?» Et en fait non, parce qu'à chaque fois ça lui a appris quelque chose. Il a joué devant 3 personnes, donc ok, c'est un fait, mais tout de suite après il s'est posé les bonnes questions, et il s'est dit « j'ai beaucoup de choses à améliorer, il faut que je revoie le spectacle, que j'améliore la mise en scène, la communication, etc. » Donc rater n'est pas un échec. Il ne faut pas prendre un échec personnellement et essayer d'être objectif. Donc mettre son ego de côté et continuer à avancer, donc toujours penser au coup suivant. Ensuite, il donne un conseil niveau organisation pour éviter ce qu'il appelle l'échec de l'agenda. Donc souvent, on a tendance à prévoir énormément de choses à réaliser dans sa to-do list et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à accomplir toutes les tâches à la fin de la journée et donc on a une perte de motivation dans un projet, une déception et un sentiment de culpabilité. Pour pallier à cette non-réalisation des tâches qu'on s'était fixées dans la journée, Fabien il s'est rendu compte que l'homme c'est une machine et on dépense des niveaux différents d'énergie selon les tâches qu'on a à accomplir. Par exemple, pour certains, faire un travail sur l'ordinateur, ça va leur demander une quantité d'énergie importante, alors que pour d'autres, non. Pour certains, ça sera le fait de conduire ou de faire des trajets, des déplacements, de parler en public, de passer des coups de fil importants ou d'avoir des rendez-vous importants, de faire du rangement, etc. Donc certaines tâches pour nous sont plus ou moins faciles ou difficiles, selon notre perception de la tâche à réaliser, évidemment. Et il nous dit que quand on planifie sa journée, il faut prendre en compte cette dimension-là, c'est-à-dire la dimension de fatigue physique et fatigue mentale dans nos activités. Si on a une journée avec peu de tâches à accomplir, et en plus de ça, que des tâches qui nous paraissent faciles, et bien tout va bien, on va réaliser toutes nos tâches, et en plus de ça, on ne va pas dépenser énormément d'énergie. Par contre, si on a une journée avec énormément de tâches à accomplir, et en plus de ça des tâches qui nous paraissent difficiles, on sera vite à court d'énergie avec une réelle fatigue physique ou mentale. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux prévoir les choses à l'avance et s'arranger pour répartir toutes ces tâches sur 2 jours. Sinon, on sera épuisé à la fin de la journée et on n'aura pas accompli tout ce qu'on avait prévu de faire à la base. Et les journées où on a besoin de beaucoup d'énergie, donc 3 choses à faire pour recharger ses batteries. Boire plus d'eau, donc mieux s'hydrater. Manger un peu plus, donc bien sûr des aliments sains. Et se reposer, donc faire des siestes ou dormir un peu plus. Donc bien intégrer cette dimension fatigue physique, fatigue mentale quand on prévoit notre to-do list de la journée. D'après Fabien Olicard, le bonheur n'est pas une émotion mais un équilibre émotionnel à trouver. D'après lui, il y a 4 composantes au bonheur. L'estime de soi, qui est liée à la sérotonine, c'est une hormone qui régule notre humeur et nos émotions. On en a quand on fait du sport et quand on s'expose au soleil. Pour en avoir plus, on peut noter nos petites réussites de la journée sur un agenda. Et plus on pratiquera cette méthode, et plus ce système se renforcera, un peu comme un muscle. Ça deviendra de plus en plus ancré en nous, et on sera de bonne humeur un peu par défaut. Ça se fera de manière automatique et presque inconsciemment. On a le confort, donc qui est lié aux endorphines. Donc l'endorphine, c'est un antalgique puissant.
on est moins stressé, moins anxieux et beaucoup plus détendu. On en a quand on fait l'amour, quand on rit, quand on fait du sport. Et pour en avoir plus, on peut donc rire plus souvent et faire plus de sport. Il y a la dimension sociale, donc l'ocytocine, qui est l'hormone sociale, qui serait liée à l'altruisme. On en a quand on fait un câlin à quelqu'un, par exemple. Donc pour en avoir plus, on peut faire des compliments aux autres. La réussite, qui est liée à la dopamine. On en a dès qu'on a atteint un objectif, qu'on a réussi quelque chose. Et pour en avoir davantage, il faut décomposer des projets et essayer de rayer des tâches au fur et à mesure dès qu'on a fini une étape. Quand il était en 6e, Fabien il avait dit à sa prof que plus tard il voulait être informaticien. Et sa prof lui a répondu « C'est original, j'espère que tu auras la chance de pouvoir le faire ». Et là, ça l'a marqué le fait qu'elle lui ait dit « J'espère que tu auras la chance de pouvoir le faire ». Il s'est dit « Gagner au loto, c'est une question de chance, mais faire le métier qui me plaît, c'est pas une question de chance ». Donc il s'est dit « Je suis responsable de tout ce qui fait ma vie, c'est à moi de me prendre en main pour réaliser ce rêve ». Et donc il s'est abonné au mensuel Windows Magazine, et alors qu'il n'avait jamais touché à un ordinateur, il allait chez les gens donc donner des cours d'informatique ou régler des petits problèmes sur ordi. Et cette anecdote, elle est incroyable parce qu'il n'est pas resté passif vis-à-vis de son rêve, il est direct passé à l'action, il a pris les choses en main et il est devenu proactif. Donc être proactif, c'est d'ailleurs la première habitude du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen R. Covey. Donc j'ai fait un résumé de son livre sur ma chaîne, donc je t'invite à voir la vidéo si tu veux en savoir plus. Donc ensuite, au niveau du bonheur et de la gestion des émotions, Fabien Olicard nous dit d'accepter nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et ne pas vivre dans le passé, mais utiliser nos forces dans le présent ou pour l'avenir. Donc préparer le prochain coup, parce que nos leviers d'action sont uniquement orientés vers le futur, puisque de toute manière, on ne pourra jamais revenir dans le passé. Et ne pas perdre de l'énergie sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc ça, c'est une petite référence au stoïcisme. Donc par exemple, pendant la période du Covid, il n'a pas pu faire de spectacle, de dédicace ou autre, et il s'est dit le Covid c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, donc j'accepte la situation et je vais en profiter pour écrire un livre, parce que profiter de ce temps pour écrire un livre, c'est quelque chose qui dépend de moi à 100%. Être dans le présent, c'est lâcher prise, parce que chaque expérience qu'on fait, elle fera tôt ou tard partie du passé. Et si elle n'a pas été à notre goût ou comme on le souhaitait, il faut en tirer les conséquences pour la fois d'après. Dans cette partie, Fabien nous donne des astuces pour vaincre la charge mentale. Donc en premier, le dire, verbaliser à son entourage qu'on a une trop grosse charge mentale en ce moment, faire la différence entre les choses qui sont urgentes et les choses qu'il faudrait qu'on fasse mais qui peuvent attendre, mettre les choses sur papier pour y voir plus clair, se créer une to-do list des tâches à accomplir, les organiser selon la matrice d'Eisenhower, planifier ensuite les choses moins importantes, donc qui peuvent attendre, et ne pas avoir peur de déléguer même si le travail sera fait différemment. Et il nous présente la méthode du curseur si on a une charge mentale parce qu'on a des attentes dans un domaine précis. Donc pour faire simple, la méthode du curseur, c'est si une situation fluctue, par exemple des revenus ou des performances, voir quelle était la meilleure période et s'imaginer quelle serait d'après nous la pire période possible, et ça nous donne une fourchette avec une marge de manœuvre, et ça nous aide à analyser une situation avec beaucoup plus de recul. Une situation qui semblait mauvaise à la base, car notre cerveau a tendance à être assez pessimiste. Donc dans ces moments de fluctuation, il faut tenir compte de la saisonnalité. Les saisons se suivent toutes avec le même rythme, printemps, été, automne, hiver. Il faut s'attendre à des cycles et à des moments de moins bien dans des domaines qui fluctuent. Donc avoir en tête cette notion de saisonnalité, c'est prendre du recul et se dire qu'on ne peut pas toujours avoir une croissance éternelle, il y aura toujours des hauts et des bas. Fabien nous indique qu'il y a 10 endroits à cultiver pour trouver son bonheur. Donc en 1, dans le début de votre journée, donc ne pas commencer sa journée en étant déjà speed dès le matin, ne pas se jeter sur son portable dès qu'on se réveille, prendre le temps de se préparer, ne pas courir après le temps dès le matin. En 2, dans les vrais objectifs, un vrai objectif doit dépendre de moi à 100%, il ne doit pas dépendre des autres, de la chance, etc. Il faut mettre le focus sur le processus et non sur la finalité. Par exemple, qu'il y ait plus de clients dans mon restaurant, ça ne dépend pas de moi à 100%, donc ce n'est pas un vrai objectif. Par contre, dire je vais rester ouvert plus longtemps, par exemple rester ouvert 2 heures de plus et fermer à minuit au lieu de 22 heures, ça c'est un objectif qui dépend de moi à 100%. En 3, dans votre auto-jugement. Donc ne pas se juger de manière négative ou entretenir une mauvaise estime de soi. Pour contrer ce mode par défaut qu'on a tendance à avoir, on peut noter tous ses succès sur un journal.
En 4, dans la collecte des données, donc c'est pour faire écho au troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Et donc pour éviter les suppositions, donc bien sûr poser des questions, interroger des personnes, ça permettra de vous rapprocher de la vérité. En 5, dans la curiosité, donc lâcher ce réflexe qu'on a de toujours prendre son portable dès qu'on attend 30 secondes et en profiter pour regarder autour de soi, pour parler aux autres. Souvent on dit je n'aime pas telle chose tout simplement parce qu'on ne connaît pas, et comme c'est quelque chose de totalement nouveau, on en a peur, donc explorer des nouveaux domaines qu'on pense ne pas aimer. Écoutez ce qu'on vous dit, ne pas être ailleurs dans ses pensées, etc. Quand il y a une discussion, on peut rater des choses intéressantes, des choses qui peuvent nous être utiles. Prendre le temps de s'arrêter pour développer sa curiosité. Attention, ça veut dire aussi parfois renoncer à certaines choses, à certains projets, parce que malheureusement, on ne peut pas tout faire en même temps, il faut parfois savoir dire non. En 6, dans ne pas vouloir être particulier, rester soi-même car on est tous différents. Par exemple, une idée est déjà prise, oui, mais elle n'a jamais été faite dans la version où toi tu le fais, avec ta vision, ta créativité, ta touche personnelle, etc. En 7, dans la joie pour les autres, ne pas être jaloux des autres parce qu'on se compare sur un seul aspect et on ne prend pas en compte tous les autres aspects de la vie de l'autre personne. Ça rejoint un concept du psychologue canadien Jordan Peterson, c'est d'ailleurs la 4e règle de son livre 12 règles pour une vie. Sa 4e règle est la suivante, compare-toi à la personne que tu étais hier, pas aux autres. J'ai d'ailleurs fait un résumé du livre 12 règles pour une vie et la vidéo est dispo sur ma chaîne. En 8, dans vos contre-désirs, donc supprimer des choses, des situations, des personnes qui vont à l'encontre de notre bonheur, faire une liste de choses qu'on n'accepte plus, qu'on ne tolère plus et les supprimer progressivement de sa vie. Quand il dit qu'il faut supprimer des choses pour être plus heureux, c'est un concept qu'on retrouve aussi chez l'écrivain Nassim Taleb dans son livre Antifragile. Il faut apprendre à soustraire, donc avoir une stratégie soustractive pour constater que moins c'est plus. Par exemple, à propos du bonheur, Nassim Taleb nous dit d'essayer de diminuer ou de supprimer toutes les choses qui nous rendent tristes ou malheureux. Bien sûr, des choses qui sont sous notre contrôle, stratégie soustractive. J'ai pas encore résumé le livre Antifragile de Nassim Taleb, mais pareil, il devrait sortir dans pas longtemps, donc tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux pas le rater quand ça sortira. En 9, dans la communication bienveillante. Fabien Olicard fait référence à la communication non violente, CNV, qui a été démocratisée par Marshall Rosenberg. Pour faire très simple, la communication non violente, c'est le fait d'exprimer ce qu'on ressent, donc d'exprimer ses besoins sans accuser les autres. Par exemple, ne pas dire tu fais toujours comme ça et ça va pas sur un ton accusateur, mais dire simplement tiens, j'ai observé tel comportement et je me suis senti triste, fatigué, exaspéré parce que telle chose ne va pas forcément. On dit ce qu'on ressent sans accuser l'autre. Alors ça peut sembler facile à première vue, mais la communication non violente, quand on essaye, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Donc ensuite, écouter attentivement l'autre et faire une proposition pour trouver un terrain d'entente. En gros, une solution gagnant-gagnant aux deux personnes et aboutir sur une sorte d'engagement. Par exemple, moi je m'engage à faire telle chose et toi aussi tu t'engages à faire telle chose. En 10, dans l'élément le plus important de votre vie, et l'élément le plus important de votre vie, c'est vous-même. Donc prenez soin de vous, de votre santé, de votre bonheur, ne vous oubliez pas. Et pareil, c'est un concept qu'on retrouve chez Jordan Peterson, c'est sa 2e règle dans 12 règles pour une vie, prends soin de toi comme tu le ferais pour quelqu'un d'autre. Quand il dit que les gens ont tendance à s'oublier, eh bien, certaines études montrent même que des personnes suivent mieux un traitement quand il est pour leur chien, donc en l'occurrence pour quelqu'un d'autre, que quand on doit se soigner soi-même. On a tendance à ne pas prendre le traitement du tout ou à ne pas le prendre jusqu'au bout. Et Fabien nous dit de ne pas oublier d'inclure progressivement les autres, bien sûr s'ils sont ouverts à des projets, à une nouvelle philosophie, etc. Parce que tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Et donc on crée un cercle vertueux avec notre entourage si on se pousse tous ensemble vers la réussite et le bonheur. Et à la toute fin du livre, il cite Carol Dweck, donc il faut encourager les efforts, le travail et la persévérance, et non le talent inné pour amener les autres à réussir. Donc personnellement, je trouve ça un peu dommage d'aborder les travaux de Carol Dweck de manière aussi succincte et à la toute fin du livre, donc j'aurais aimé qu'il développe davantage ce point-là. Il n'a pas parlé des états d'esprit fixes et des états d'esprit de développement, mais ça me donnera l'occasion d'en parler et de plus approfondir ce sujet dans une prochaine vidéo. Donc à part ça, j'invite à lire Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau en entier. Il y a énormément de conseils et d'anecdotes, et bien sûr, j'ai pas pu tout aborder tellement le livre est dense. Je te mets le lien du livre en description si tu veux l'acheter pour aller plus loin. Le livre se lit très bien. J'attendais avec impatience un livre où Fabien allait plus se livrer sur sa philosophie de vie, donc comment il voit le bonheur, les échecs, etc. Donc j'ai pas été déçu. Allez, je vais arrêter là, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue.
Donc oublie pas de liker et de partager la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux me soutenir. Et moi je te dis ciao.